Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de la communauté UY1 Quantum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étudiante Catriona Thiepma en faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 au laboratoire d'électronique, électrotechnique et automatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de traiter avec vous la fiche de TD de l'unité d'enseignement mécanique quantique portant sur la quantification d'un circuit LC. Tout d'abord, c'est quoi la quantification? Elle est de façon générale la propriété d'une grandeur physique à avoir l'ensemble de ses valeurs possibles restreint à un ensemble de valeurs discrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au préalable, on peut savoir ce que peut être une des valeurs possibles associées à notre grandeur physique sans pour autant faire la mesure de celle-ci. Je m'explique. Si on prend le cas d'un atome et d'un électron dans cet atome, il ne vous faut pas forcément faire une mesure expérimentale sur l'atome pour connaître son énergie à un orbital donné. Il nous faut juste connaître l'entier naturel n, petit n, associé à ce niveau d'énergie pour connaître la quantité d'énergie que possède l'électron à ce niveau. Alors, notre attention se porte sur le circuit électronique présenté ci-après, qui comprend une bobine d'inductance L, un condensateur C et aucun composant dissipatif. Si notre circuit ne comporte aucun composant dissipatif, cela veut dire qu'il n'y a aucune résistance au flux du courant. Alors, on peut déduire que l'énergie n'est pas perdue à aucun moment donné et elle reste maximale. Donc, dans ce cas, comme on a affaire à un oscillateur, on va supposer que l'oscillateur va osciller à l'infini. Donc, il s'agit ici d'un oscillateur électrique au sein duquel il y a une oscillation d'énergie entre l'énergie magnétique stockée dans la bobine et l'énergie électrique stockée dans le condensateur. Ce circuit peut être analogue à un système masse-ressort dans lequel il y a une oscillation entre l'énergie potentielle élastique stockée dans le ressort et l'énergie cinétique de la masse. L'objectif de ce TD est de faire une étude, de faire la quantification d'un circuit LC afin de mener une étude quantique des grandeurs physiques qui régissent sa dynamique. Pour cela, nous utiliserons des concepts abordés dans le cours de vibration et phénomènes de propagation dispensé par le professeur Clément Tchawa. Alors ici, nous avons quelques rappels d'électrocinétique pour le courant traversant un composant électronique, la tension le traversant, donc ça c'est dans le cas vraiment d'un système, d'un circuit LC. Et ici, nous avons le flux qui dépend de la tension dans le circuit. Alors, si on poursuit, on verra bien que l'énergie stockée dans un composant électrique est l'intégrale de moins l'infini à t de la tension à ses bornes et le courant le traversant. Alors, tout d'abord, on va faire l'étude de l'hamiltonien classique de notre circuit. Pour ce faire, on va déterminer l'énergie électrique du circuit, à savoir l'énergie stockée dans le condensateur C. On l'a dit plus haut, l'énergie stockée d'un composant est une intégrale dépendante de la tension aux bornes du composant et du courant le traversant. Sachant que le courant traversant un condensateur est donné par C, la dérivée temporelle de sa tension, et aussi d'après la forme de l'équation reliant le flux à la tension, on peut tirer que la tension V de T égale à la dérivée temporelle du flux. Après simplification, on retrouve que l'énergie stockée dans le condensateur est égale à 1,5 fois sa capacité fois la dérivée temporelle de son flux au carré. Alors, l'énergie magnétique du circuit, à savoir l'énergie stockée dans la bobine. De même, on effectue l'intégrale, mais cette fois-ci, on remplace la question de sa tension par L, la dérivée temporelle du courant traversant la bobine. Et on sait aussi que pour une bobine, le courant, ou bien, je peux dire de façon générale, le flux phi de T égale à IL.
Donc à partir de là, on tire l'expression de I qu'on remplace et on obtient aisément l'expression de l'énergie stockée dans la bobine. Ensuite, il nous est demandé de déterminer le Lagrangien du circuit. On sait tout simplement que le Lagrangien du circuit est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc lorsqu'on a ces deux entités, on fait juste la différence et à partir de là, on a le Lagrangien qui dépend essentiellement de la vitesse généralisée et de la coordonnée généralisée. Alors, on demande aussi de déterminer le moment conjugué Q associé à la coordonnée généralisée phi et d'en déduire l'hamiltonien classique du circuit. Alors, le moment conjugué d'une grandeur généralisée, tout simplement, la dérivée partielle du Lagrangien par la vitesse généralisée. Si on se comprend bien, on obtiendra que le t égale à c phi point. Et pour obtenir l'hamiltonien de ce circuit, on utilise simplement cette formule, à savoir H égale à la somme sur I de PI QI moins L dépendant de QI de Q point Q, où PI est le moment conjugué associé à la coordonnée généralisée Q. Alors, en faisant ce calcul, on obtient le résultat suivant. Si le système est, on peut dire ça comment, conservatif, on va retrouver que H égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, ce qui est le cas. Alors, on demande de donner une interprétation physique des deux termes de cet hamiltonien et de montrer que le système est en tout point analogue à l'oscillateur harmonique étudié en cours. On pourra dire que 1/2 de Q carré sur C représente l'énergie électrique stockée dans le condensateur, analogue à l'énergie cinétique, et Q et 1/2 de phi carré sur L représente l'énergie magnétique stockée dans la bobine, analogue à l'énergie potentielle dans le système masse-ressort, bien sûr. Alors, pour faire l'analogie, bien évidemment, il faudra écrire l'expression de l'oscillateur harmonique étudié dans le cadre de notre unité d'enseignement, à savoir H égale à P carré sur 2M plus 1/2 de M oméga carré fois X carré, où P carré, P en général représente l'impulsion et X la position. Alors, si on fait l'analogie avec le système, notre oscillateur harmonique, avec notre système, notre circuit LC, on verra bien que c'est analogue à M et M oméga carré analogue à 1 sur L, d'où oméga égale à 1 sur racine carrée de L sur C, de 1 sur LC. Dans le circuit LC présenté plus haut, équivalent d'oscillateur harmonique simple de poids, c'est la capacité du condensateur et de pulsation de vibration oméga égale à 1 sur LC, où Q représente l'opérateur de charge et phi l'opérateur de flux magnétique. On pourra donc aisément écrire que l'hamiltonien de ce circuit est égal à Q carré sur 2C plus 1/2 de C oméga carré phi carré. Alors, nous passons à la seconde partie de notre vidéo qui portera sur la détermination de l'hamiltonien quantique du circuit. Elle sera traitée indépendamment de la première partie ou en outre celle que nous venons de faire, afin que nous assimilions mieux les notions que nous allons aborder ici. Alors, la première quantification peut être considérée comme la transition de la mécanique classique à la mécanique quantique, dans laquelle l'hamiltonien H et l'équation du mouvement pour un système deviennent les opérateurs H et l'équation de Schrödinger dépendante du temps. Pour procéder à une description quantique du circuit, il est nécessaire de réaliser une première quantification du circuit. Celle-ci consiste à promouvoir les coordonnées de charge Q et de flux en tant qu'opérateur quantique. Alors que les coordonnées classiques satisfont à la relation de Poisson suivante, les opérateurs quantiques satisfont une relation de commutation comme suit, où le commutateur entre phi et Q, les opérateurs de phi et de Q, égale à IH bar. H bar étant l'opérateur de Planck, la constante de Planck réduite. Les opérateurs sont indiqués par des chapeaux et on obtient le hamiltonien en première quantification comme étant Q carré sur 2C plus phi carré sur 2L. Pour des raisons de simplicité,
on va omettre les chapeaux et on va définir les opérateurs de flux réduit et nombre de charges N comme suit. Alors, on va tout faire attention à savoir que grand phi, petit phi, N et grand Q sont toujours des opérateurs donnés par les expressions suivantes. Et phi 0 représente le quantum de flux magnétique et E la charge élémentaire. On nous demande alors dans un premier temps de montrer que l'hamiltonien à l'équation 3, celle-ci, s'écrit en fonction de phi et de n comme suit. Et on en déduira les expressions de E, C, E, L. Alors, si on effectue on remplace avec assez de prudence les expressions de phi et de n, bon, de petit phi et de grand q. Dans l'expression de l'équation 3, on obtiendra l'équation ci-dessous. Avec EC égale à E carré sur 2C et EL égale à phi 0 carré sur 4 pi carré L. Alors, on demande de donner les interprétations physiques des quantités EC et EL. EC représente l'énergie électrique stockée dans le condensateur et EL l'énergie magnétique stockée dans la bobine. La seconde quantification est la reformulation des équations de mécanique quantique d'une manière qui facilite grandement l'application de la théorie à de nombreuses particules en interaction. Pour des raisons computationnelles, nous introduisons la seconde quantification qui facilite l'implémentation des équations de la physique quantique dans des calculateurs. Pour passer à la seconde quantification, on écrit la relation entre les opérateurs d'échelle, les opérateurs de nombre de charges n et de flux réduit phi. Ici, les opérateurs d'échelle sont les opérateurs représentés par A et A dagger. A étant l'opérateur annihilation et A dagger l'opérateur création. On dit annihilation pourquoi? Parce qu'il amène un état quête n à un état quête de n-1 avec une valeur propre associée. Et A dagger opérateur de création amène un état quête n à un état quête de n plus 1 où les nombres n sont les valeurs propres. Les nombres entiers naturels sont les valeurs propres associées aux opérateurs d'échelle. Alors, on a la relation suivante représentant l'équation 5. I est le nombre complexe. On a aussi donné les expressions de NZ de PF et phi Z de PF, qui sont les fluctuations du point zéro des variables de charge et de flux. On demande de démontrer à partir de ce qui précède que l'hamiltonien du circuit en deuxième quantification s'écrit comme suit. Alors, on va revenir sur l'expression de l'hamiltonien ci. Et là, on va remplacer par les expressions de... on va remplacer EC par N par son expression dépendante de NZPF et ensuite NZPF par son expression dépendante de ECEL. De même pour les expressions de phi. Alors après substitution, on retrouve l'expression ci-après. H égale à 2 ECEL à la puissance 1 demi fois A dagger plus A dagger A. On rappelle que le commutateur entre A et A dagger est égal à l'identité, d'où l'entité A dagger sera égale à 1 plus A dagger A. À partir de là, on remplace dans l'expression ci-dessus et on obtient celle-ci. Ici, on a multiplié par H bar et on a divisé par H bar. On a fait entrer H bar dans les parenthèses. Pour ce faire, on multiplie par... On élève au carré, on divise par la puissance 1 demi. Alors, quand on fait ce petit changement, on retrouve que oméga R égale à 8 ECEL sur H bar au carré à la puissance 1 demi. On nous demande aussi de donner l'expression de oméga R en fonction de L et de C.
On remplace ici les expressions de EC et EL. Et on remplace également ici. Ici, on se retrouve avec phi 0 et h bar. On remplace également l'expression de phi 0 par HU2E et celui de h bar et celle de h bar par HU2pi. On obtient oméga R égale à la racine carrée de 1 sur LC en seconde quantification. Alors, que représente oméga R? Et on demande aussi de donner l'idée de réalisation expérimentale d'un tel système. Je vous ai dit au début de cette partie que on traitera cette section comme si on n'avait pas fait la première partie. Alors, oméga R représente la pulsation propre d'un circuit LC purement non dissipatif. Et pour réaliser un tel système, on monte en série un condensateur et une bobine sans résistance interne. Pour pouvoir obtenir un système électrique purement non dissipatif, il nous faut choisir un matériel pour lequel la résistance interne est nulle. Et on va utiliser dans ce cas un matériau supraconducteur. Un matériau supraconducteur est un matériau qui a la capacité à avoir une résistance interne nulle lorsque sa température est abaissée en dessous d'une température critique très basse. Vous avez dit quoi? Si on conçoit notre bobine et notre condensateur à l'aide d'un composant supraconducteur et ensuite on abaisse la température de ces derniers en dessous de leur température critique, en fait la température en dessous de laquelle le supraconducteur n'a aucune résistance, alors on obtient un circuit purement non dissipatif et l'énergie dans ce système sera comment conservée. Il ne varie pas dans le temps et notre système va osciller on va dire à l'infini. De façon générale, c'est comme ça que ça va se passer. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a été utile à mieux comprendre ce qu'est la quantification d'un circuit LC. Alors rendez-vous pour une prochaine vidéo et à la prochaine.